Alors oui, les ATP synthase, hein, elles ne sont présentes, alors elles sont présentes uniquement dans mitochondries et chloroplaste, dans la cellule eucaryote, même s'il y a des molécules qui ressemblent, mais qui fonctionnent dans le sens inverse, au niveau des lysosomes, qui vont permettre en fait de pomper, les protons. D'accord? Donc en fait, ces sphères pédonculées, elles peuvent fonctionner éventuellement dans 2 sens et effectivement, au niveau des lysosomes, vous avez des sphères pédonculées aussi, qui ne permettent pas de fabriquer de l'ATP, mais qui permettent, d'acidifier, l'intérieur du lysosome. Mais sinon, vraiment, l'ATP synthase et la synthèse d'ATP, hem, c'est, ça permet en fait, là, effectivement, la synthèse d'ATP grâce, au gradient électrochimique de protons. Voilà. Donc, ce sont les mitochondries essentiellement qui fabriquent l'ATP de cette manière-là. Après, dans le cytosol, on peut fabriquer de l'ATP par transphosphorylation au moment de la glycolyse. Voilà. Et on verra que les mitochondries fabriquent de l'ATP et l'exportent à la cellule, alors que les chloroplastes fabriquent de l'ATP mais le conservent et ensuite utilisent cet ATP pour fabriquer la matière organique. Voilà. Donc tout ça, on reverra un peu en détail. Voilà. Alors, du coup, on prend la partie 2. Alors, il y avait déjà eu cette question: «D'où vient l'ADP?» Alexandre. En fait, ATP et ADP, sont sans arrêt en équilibre. Donc en fait, l'ADP comme l'ATP, hein, ce sont des nucléotides, donc qui sont fabriqués au départ par la voie de biosynthèse des nucléotides et ensuite, on a sans arrêt un équilibre entre ADP et ATP. Voilà. Et après, dans la mitochondrie, hein, on a des systèmes de transport de l'ADP et de l'ATP, donc qui échangent l'ATP qui sort et l'ADP qui rentre. Voilà. Donc on a tout ça, qui est toujours un peu présent et en fait, vous avez sans arrêt un turnover ATP-ADP, donc c'est en fait toujours la même molécule qui va avoir plus ou moins un groupe en phosphate. Voilà. Alors, ce que je vais faire dans le cours, pour aujourd'hui, c'est que je vais commencer en fait par, reprendre, ce qu'il y avait dans les vidéos parce que je suis pas sûre que vous les ayez toutes, vues. L'intérêt des vidéos, c'est aussi de vous permettre de les regarder et de redessiner, hein. C'est-à-dire que la l'ATP synthase, c'est une, protéine qu'il faut savoir dessiner. Alors il faut au moins savoir dessiner le modèle, qui est la deuxième petite vidéo un peu plus courte et la première vidéo permet vraiment d'avoir la structure complète et un peu détaillée de cette ATP synthase. Donc en fait, les schémas que j'ai faits reprennent la figure 14. Donc c'est la grand 2 petit 1, conversion de la force protomotrice et synthèse d'ATP. Donc en fait, cette première partie montre comment, à partir d'une force protomotrice, on va fabriquer de l'ATP, par exemple dans les mitochondries, mais également dans les chloroplastes et également dans les bactéries. Voilà. Donc en fait, l'ATP synthase, c'est cette sphère pédonculée. Donc vous avez la partie F1, la partie F0, d'accord? Et en fait, elle est constituée de 2 zones, une zone fixe qu'on appelle, le stator, qui est en fait la sphère, donc qui est constituée de 3 dimères alpha-bêta, d'accord? Et également d'une tige qui est moins importante, hein, delta, B, B' et A. Et puis vous avez également le rotor qui lui tourne sans arrêt. Donc sur lequel vous allez avoir donc ces epsilon et surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est la tige gamma. Cette tige gamma, donc on ne le voit pas en coupe longitudinale, mais on le voit bien vu de dessus. En fait, le haut de la tige gamma est asymétrique et vous avez une petite pointe ici. Et en fait, c'est cette tige gamma qui va tourner de 120 degrés à chaque fois qu'un proton passe. Donc cette ATP synthase, en fait, c'est un canal à protons. Donc les protons passent et quand le proton passe, eh bien, il va être à l'origine de la rotation de la tige gamma. Et en fait, donc c'est le document, c'est ce que j'ai refait au tableau sur le petit film que vous verrez et puis vous verrez comment le dessiner facilement. Et en fait, à chaque fois qu'il y a de la rotation, mes dimères, qui sont les dimères catalytiques, d'accord, vont changer de conformation. Et c'est ce changement de conformation qui sera à l'origine de la catalyse et qui va en fait permettre de passer d'une énergie osmotique, d'accord, à une énergie chimique, donc qui va permettre le couplage osmochimique. Donc vous avez ici la pointe de la tige gamma sur ce dimère
qui est du coup en position ouverte, d'accord? Donc il est lié ni à de l'ADP, ni à de l'ADP, d'accord? Celui-ci de dimère est en position fermée, il est lié à l'ATP. Celui-ci est en position lâche, il est lié à ADP plus PI. Quand je fais passer un proton, je fais tourner ma tige gamma de 120 degrés. Et donc, ma sous-unité alpha-bêta s'ouvre, ce qui me permet de libérer l'ATP et éventuellement de faire rentrer l'ADP. La sous-unité qui était lâche devient fermée, ce qui permet la catalyse de la réaction et la formation d'ATP. Et la sous-unité qui était ouverte devient lâche et lie ADP plus PI. On rajoute un H+, on fait du coup une rotation de 120 degrés et à nouveau on va changer, c'est-à-dire ce qui était fermé devient ouvert, ce qui était lâche devient fermé, ce qui était ouvert devient lâche. Voilà. Et donc, par cette rotation-là, d'accord, on va avoir comme ça synthèse d'ATP régulièrement. Et donc, comme la sphère pédonculée est côté matrice, la synthèse d'ATP se fait côté matrice. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on passe de cette force protomotrice, de ce potentiel électrochimique de protons, à la synthèse d'ATP. Ça, ça fonctionne si on a un potentiel électrochimique de protons. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est mais d'où vient ce potentiel électrochimique de protons? D'accord? Et donc, on verra que finalement, ce gradient protonique, hein, en fait, il est mis en place par des chaînes d'oxydoréduction. Et alors, sur cette partie, donc vous pouvez reprendre vraiment le poly que je vous avais donné, hein, sur lequel il y a toute cette partie-là. D'accord? Je pense. Oui, oui, je suis sûre même. Sur ce poly, vous allez pouvoir suivre en particulier tous les documents. Alors, j'ai un tout petit peu modifié certains documents, corrigé en fait certaines petites fautes, etc. Donc, vous aurez la version propre assez facilement. Mais en fait, tout est sur vos documents. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Ce qu'il va falloir, c'est faire un peu d'analyse. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat parce qu'il y a pas mal de questions et c'est important que vous compreniez les démarches expérimentales pour ensuite être capable de faire les analyses de documents qu'on vous demandera de faire éventuellement sur ces questions-là. Hein, le métabolisme est en fait, on retrouve beaucoup de questions sur le métabolisme, à la fois à l'écrit et dans les sujets d'oraux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait appel à toute la biochimie, il fait appel à toute la biologie cellulaire. Donc, quand on fait une question de métabolisme, en fait, on fait appel à beaucoup de vos connaissances. Et du coup, ces questions-là sortent très souvent, hein, par rapport au temps qu'on y passe dans le programme. Donc, c'est vraiment une partie qui est très importante. Alors, si on reprend, donc, vous prenez le document 15, qui est normalement sur la... Alors, j'ai pas pris le document que je vous avais distribué, mais je pense que c'est à peu près sur la page 8 de votre document. Et de toute façon, vous l'avez affiché. Donc, sur ce document 15, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que l'on peut tout à fait suivre le NADP+. Donc là, on regarde en fait les chaînes d'oxydoréduction au niveau des mitochondries. Donc c'est la première partie. Donc on parle des chaînes d'oxydoréduction, on va regarder ce qui se passe au niveau des mitochondries, au niveau de certaines bactéries nitratantes dans une deuxième partie et dans une troisième partie au niveau des chloroplastes. Donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir une petite idée de ce qui se passe et de voir tous les points communs. Et alors, au niveau des mitochondries, on s'intéresse un petit peu au NADP+ et NADPH, ou NAD+, NADH. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un spectromètre, eh bien, on va pouvoir suivre l'état d'oxydation du coenzyme. Pourquoi? Parce que le NAD+ absorbe uniquement dans des longueurs d'onde autour de 260 nanomètres, alors que le NADH, H+, va absorber à la fois autour de 260, mais l'ajout d'un hydrogène permet une absorption également autour de 340 nanomètres. Voilà. Donc, à partir de ces données-là, et essayez de ne pas trop lire la suite du poly, qu'est-ce que vous pouvez envisager comme protocole qui permettrait de suivre l'oxydation du NADH dans une suspension, par exemple, de vésicules retournées,
mitochondrie ou en présence dans une mitochondrie tout simplement, en présence ou en absence de dioxygène. Comment on pourrait faire, tout simplement. Je vous écoute. Ouais, on va mesurer l'absorbance au cours du temps, en effet, et on va mesurer cette absorbance en présence ou en absence de dioxygène. Ou alors on peut aussi, en parallèle, en fait, tout simplement essayer de mesurer la concentration de dioxygène par oxymétrie. D'accord ? Ce qui est important, c'est quand même de mesurer à la fois à 260 et à 340, hein, pour être sûr à 260 qu'on a bien du NADP+, ça va être notre contrôle. D'accord ? Ça veut dire que nos quantités de molécules, elles ne changent pas. Mon absorption à 260, elle doit être à peu près constante dans le temps. D'accord ? Alors, on pourrait mesurer également le pH, je suis d'accord, mais on va voir qu'au niveau du pH, comme il y a des modifications et que les H+ vont être transportés, etc., ça ne nous apporterait pas finalement l'information qu'on cherche. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé, mais ce serait intéressant et effectivement également d'étudier le pH. Et alors qu'est-ce qu'on observe dans ces cas-là ? En fait, ce qu'on va observer, c'est que quand on a du dioxygène, d'accord, en présence de dioxygène, donc le NADP+ est transformé, le NADPH est transformé en NADP+, d'accord, c'est-à-dire que le pic à 340 disparaît, et que par ailleurs, on observe qu'on a une consommation de dioxygène. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait, on a le fonctionnement d'un couple redox. Ah, mince. Voilà. On a en fait, a priori, le fonctionnement d'un couple redox avec le NADH qui va donner du NAD+, plus H+, plus 2 électrons, et le dioxygène qui va donner de l'eau. Alors, en biologie, on s'amuse à écrire des 1,5 de dioxygène. Je sais qu'en chimie, ça fait bondir, mais bon, c'est des notations qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc NADH plus 1,5 de O2 va donner de NAD+, plus H2O. Voilà. Donc ça me permet de mettre en évidence qu'il y a effectivement un couple redox ici. Alors, si on calcule, on pourrait calculer le delta G0', et on le calculera sur d'autres choses, hein. Le delta G0', il est très très faible, il est de moins 220 kJ. Donc ça veut dire qu'on a une réaction exergonique. D'accord ? On peut faire l'hypothèse que cette réaction exergonique, elle va être utilisée, enfin cette énergie, hein, elle va être utilisée en couplage. Donc l'expérience suivante, c'est l'expérience de Mitchell en 1961. Alors, j'ai un petit peu simplifié l'énoncé, hein, j'ai enlevé ce qui était entre parenthèses. Donc on va considérer qu'on suit le pH, et cette fois-ci on va suivre le pH de suspension de mitochondries qui sont placées dans des conditions aérobies. Conditions aérobies, ça veut dire en présence de dioxygène. Donc a priori, en présence de dioxygène, on va avoir oxydation du NADPH. D'accord ? Ou du NADH, en fait. Chez les mitochondries, c'est NADH. On est sur un pH, alors on est ici, vous avez le pH en fonction du temps, on ne vous donne pas de valeur pour le pH, donc on va considérer qu'on est en valeur en unité arbitraire. On a un pH relativement élevé. Et à un moment, on rajoute du NADH dans le milieu. D'accord ? On rajoute une quantité finie de NADH. On sait que ce NADH, on est en présence de dioxygène. A priori, il va pouvoir être oxydé en NAD+. D'accord ? Et on regarde ce qui se passe dans ma suspension de mitochondrie. Alors, on va aussi considérer que comme la membrane externe de ma mitochondrie est très poreuse, ce que j'ai dans ma suspension de mitochondrie ici, d'accord, où c'est des mitochondries isolées, elles ne sont plus dans le cytoplasme, etc., ça représente le pH que j'ai dans le milieu intermembranaire. OK ? Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? Je rajoute du NADH, H+. À ce moment-là, je peux considérer que ma mitochondrie fonctionne correctement. J'ai une oxydation de ce NADH, H+, en NAD+, grâce au dioxygène, d'accord ? Et j'observe une baisse rapide du pH.
Donc, comment on peut expliquer ça? Comment expliquer que finalement, l'oxydation du NADH+, qui finalement ne produit pas de protons, parce qu'à la fin, on obtient de l'eau quand on prend le couple redox, va acidifier mon espace intermembranaire. Comment on peut essayer d'expliquer ça? Alors, je vois que Johannes bavarde en même temps, mais j'aimerais bien qu'il réponde à ma question. Effectivement, je ne le trouve pas parmi les élèves. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Tom, vous pouvez même demander à Johannes de rejoindre le cours. Alors, la membrane qui laisse passer les protons, ça entraîne... Voilà. En fait, eh bien, on montre ici qu'a priori, on a effectivement un couplage, d'accord, entre l'oxydation du NADH+, qui est exergonique, et la sortie de H+, d'accord. Donc la sortie de H+, et le H+, qui va finalement s'accumuler dans l'espace intermembranaire. Alors, Axel me disait, ça entraîne, non, c'est Alix, ça veut dire qu'il y a une sélectivité, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendiez par là? En attendant qu'Alix me réponde, je vais continuer. Donc, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'au bout d'un temps T2, on va considérer que là, peut-être le NADH est consommé, comment ça se fait qu'à nouveau, le pH va réaugmenter? Par contre, on voit qu'il augmente très lentement. Oui, ça ne laisse pas passer tous les ions, fait qu'il faut un couplage, effectivement. C'est bien. Bonjour, Johannes. Effectivement. Donc, ça ne laisse pas passer tous les ions. En fait, je vais revenir un petit peu à une image que j'avais faite. Alors, ça va être plus simple comme ça. Voilà. Si je reviens à cette image, donc on a vu que quand on a oxydoréduction, d'accord, NADH qui va donner H+, qui va donner NAD+, avec consommation de dioxygène, ça, visiblement, ça permet la sortie de protons, d'accord, de la matrice vers le milieu intermembranaire. Et donc, cette sortie de protons, elle se fait contre le gradient, mais elle se fait certainement par couplage, d'accord? Un couplage entre mon oxydoréduction qui est très exergonique et la sortie de protons qui est, elle, endergonique. Ces protons, ils vont se retrouver ici, d'accord? Et donc, on voit que quand on n'a plus de NADH+, on voit petit à petit le pH réaugmenter. Ça veut dire que les protons, petit à petit, ils vont ressortir de l'espace intermembranaire et ils vont revenir dans la matrice. Or, ils n'ont pas 36 moyens de revenir dans la matrice, ils ne peuvent passer que par l'ATP synthase. D'accord? Donc, on a un couplage entre des réactions d'oxydoréduction et la mise en place d'une force protomotrice, et ensuite un couplage entre cette force protomotrice et la sortie de ces protons qui permet la synthèse d'ATP. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va reprendre ça petit à petit et on va le revoir régulièrement. Mais en fait, Mitchell, quand il a obtenu ça, il a mis en place ce qu'on appelle la théorie de Mitchell, qui est vraiment la théorie que je viens de vous présenter, c'est-à-dire des réactions d'oxydoréduction qui permettent un couplage en fait chimio-osmotique, et ensuite un couplage osmochimique grâce à l'ATP synthase. Alors, toute la question est de savoir comment cette réaction d'oxydoréduction-là, d'accord,
va permettre effectivement le passage de protons dans le milieu intermembranaire. Et donc, on va passer, alors, dans le cours, hein, du coup, je vous ai donné l'approche thermodynamique, donc je vous ai parlé du coup du couplage chimio-osmotique, d'accord. Donc, j'ai fait un petit paragraphe qui réexplique ça et qui réexplique la théorie chimio-osmotique de Mitchell. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que de tels couplages vont se produire également dans la membrane plasmique des bactéries respirantes, mais également dans la membrane des thylakoïdes, dans la membrane plasmique également des bactéries nitratantes, on le verra tout à l'heure. Donc on va essayer de voir comment ça se passe et on va essayer de s'intéresser un petit peu à l'oxydoréduction au niveau des membranes, de la membrane interne des mitochondries. Et on va s'intéresser un petit peu à ces mitochondries. Donc, dans la membrane interne des mitochondries, en fait, on observe de très, très nombreuses enzymes d'oxydoréduction. Ces enzymes, en fait, elles sont associées à des couples redox, d'accord. Et elles peuvent être associées plus ou moins étroitement, c'est-à-dire soit par des liaisons covalentes, soit par des liaisons faibles, d'accord. Et finalement, les groupes d'oxydoréduction auxquels elles sont associées, qui leur permettent à ces enzymes d'avoir une activité oxydoréductase, d'accord, eh bien, il n'y en a pas 36 000. Ça va être un peu toujours les mêmes. Donc, vous avez sur ce tableau qui correspond à votre document 17 l'ensemble des composants qui vont être des couples d'oxydoréduction et qu'on va retrouver au niveau des protéines. Donc en dessous, je vous ai fait la liste un petit peu de ces structures. Donc, vous avez deux cas de figure. Vous avez certaines protéines qui sont en fait, qui présentent un groupe dit prostétique, c'est-à-dire un groupement associé à la protéine, mais qui n'est pas de nature protéique. Donc c'est ce qu'on a par exemple au niveau de l'hémoglobine. Au niveau de l'hémoglobine, vous savez que vous avez un groupement prostétique qui est l'hème, qui permet la fixation du dioxygène. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer au niveau de ces enzymes d'oxydoréduction. Donc, vous avez des enzymes d'oxydoréduction qui ont un groupement prostétique dans une poche hydrophobe qui est un hème à fer, un petit peu comme l'hémoglobine. Et ces enzymes-là sont donc appelées les cytochromes. Vous voyez que vous avez le cytochrome BC1, les cytochromes B et C1, les cytochromes C, la cytochrome C oxydase, on verra qu'il y a des cytochromes A, A1, des cytochromes B6 et F. Enfin, il y a tout un ensemble de cytochromes qui peuvent exister. D'accord. Donc, dans ce cas-là, en fait, vous avez le couple redox associé, c'est simplement le couple Fe2+, réduit, le couple fer ferreux, Fe3+, oxydé, fer ferrique. D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe pour l'atome de fer de l'hémoglobine qui, lui, se lie au dioxygène. En fait, il y a une grande diversité des cytochromes qui sont caractérisés chacun par des spectres d'absorption différents. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres groupements prostétiques associés à des atomes fer-cuivre, d'accord, ou fer-soufre. Donc là, c'est des protéines qui sont appelées protéines fer-soufre, protéines fer-cuivre, ou soufre, cuivre-soufre, etc., etc. L'autre cas de figure, c'est des associations avec des coenzymes d'oxydoréduction, d'accord, qui ces coenzymes vont avoir un rôle important parce qu'elles transportent à la fois des électrons et des protons. Donc, vous avez deux types de coenzymes. Vous avez les coenzymes à quinone, d'accord. Donc là, en fait, on a une liaison covalente entre mon enzyme et un groupement quinone, qui est un dérivé isoprénique, donc qui est un lipide, d'accord. Et cette quinone, qu'on appelle le coenzyme Q, d'accord, vous pouvez avoir l'ubiquinone, qu'on va retrouver au niveau des bactéries, la plastoquinone, qu'on va retrouver au niveau des chloroplastes. Voilà. Et en fait, cette quinone, elle va alterner entre elle va être soit Q, d'accord, soit QH2 quand elle est réduite. Et en fait, elle va transporter à la fois des électrons et des protons, on en reparlera.
Et enfin, vous avez des coenzymes qui sont des coenzymes à flavine. Donc, en fait, avec les coenzymes d'oxydoréduction FAD, FADH2 ou FMN, FMNH2. Voilà. En fait, toutes ces protéines-là, elles sont enchâssées dans la membrane interne des mitochondries. Elles peuvent interagir entre elles grâce à la fluidité membranaire. Et en fait, elles vont se faire passer l'électron. D'accord? Donc, il faut imaginer que l'électron, il va d'abord euh, être émis par le réducteur le plus fort, qui est le NADH+. Et cet électron, avant d'arriver au dioxygène, il va passer par tout un ensemble de couples redox, d'accord? Grâce à des enzymes d'oxydoréduction qui sont dans la membrane plasmique, et il va ensuite arriver au dioxygène. Et c'est au cours de ce passage de l'électron vers un ensemble de couples redox pour arriver jusqu'à l'accepteur final d'électrons qui est le dioxygène qui va permettre la translocation de protons. D'accord? Donc en fait, la première question qu'on va se poser, c'est une fois qu'on a tous ces ensembles, ces enzymes d'oxydoréduction, c'est dans quel ordre circule l'électron. Donc pour ça, vous avez l'expérience du document 18, d'accord? Et ce qu'on vous explique, c'est que finalement, la plupart de ces enzymes d'oxydoréduction, donc on est dans organisation membranaire d'une chaîne d'oxydoréduction, la chaîne respiratoire, d'accord? Donc en dehors de la quinone, donc de l'ubiquinone, tous les enzymes d'oxydoréduction sont organisés en fait en complexes. D'accord? Et donc vous avez par exemple le complexe AA3, cytochrome AA3, le complexe cytochrome C, le complexe qui regroupe B et C1, d'accord? Vous avez l'ubiquinone, et puis vous avez l'enzyme qui est la NADH déshydrogénase, d'accord? Et alors, comment est-ce qu'on sait dans quel ordre ça va circuler? Eh bien, pour ça, en fait, on va utiliser une approche expérimentale qui utilise des inhibiteurs euh, de, ces, euh, de ces chaînes d'oxydoréduction. Ces inhibiteurs, ils sont bien connus pour leur toxicité, parce qu'ils empêchent la respiration cellulaire. Donc, un des inhibiteurs les mieux connus, c'est le cyanure, d'accord? Donc, le cyanure, quand on l'ajoute dans la cellule, on arrête le fonctionnement de la mitochondrie et on arrête en particulier la consommation de dioxygène. D'accord? Vous avez d'autres inhibiteurs comme la roténone et comme l'antimycine A. Donc l'antimycine A, ça peut être utilisé comme antibiotique à petite dose. La roténone, c'est aussi un inhibiteur très toxique. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met dans un milieu aérobie, oxygéné. Donc on a ici le taux de dioxygène. Et puis, en fait, mes mitochondries, elles sont en solution isolée, elles sont en solution dans ce milieu. Si je n'ajoute pas de NADH, je n'ai pas de consommation de dioxygène. D'accord? Pour que j'ai de consommation de dioxygène, il faut que mon dioxygène puisse être réduit en eau. D'accord? Donc, puisse être accepteur d'électrons. Et pour cela, j'ai besoin de mon donneur d'électrons qui est le NADH. Donc, si je rajoute du NADH, paf, j'ai une consommation de dioxygène qui est très forte. D'accord? Par contre, au moment où je vais rajouter l'inhibiteur, ma consommation de dioxygène va se stabiliser. Et à ce moment-là, grâce à des données de spectrométrie, par exemple, je vais savoir dans quel état se retrouvent mes différents couples redox de ma membrane mitochondriale. Donc, je vais savoir que mon cytochrome, il est oxydé ou il est réduit, etc., etc. Je vois quand je rajoute du cyanure que tout est réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est réduit, mais le dioxygène n'est pas consommé. Ah, mince. Oui, Marilou, vous vouliez prendre la parole? Alors, il faut que je vous donne la parole. Oui, vous pouvez prendre la parole. Ah, vous n'avez pas fait exprès. Ok. Alors, vous répondez à ma question, les uns ou les autres?
comment on interprète le fait que toutes ces enzymes soient réduites, mais qu'on n'ait pas la réduction du dioxygène? Finalement, le cyanure serait inhibiteur de quoi? En fait, on voit que le dernier complexe, d'accord, le complexe 4, qui n'apparaît pas ici, il reste, lui, oxydé. Alors, est-ce que vous avez une idée? Finalement, quelle enzyme j'inhibe ici? J'inhibe l'enzyme qui catalyse quelle réaction? Ce qui n'a pas lieu, c'est la réduction du dioxygène en H2O. Non, l'ATP synthase, on ne la voit pas ici. Par contre, ce qui n'a pas lieu, c'est bien la réduction du dioxygène en H2O. D'accord? Donc, c'est bien l'enzyme qui va permettre la dernière réaction d'oxydoréduction qui va être inhibée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je fais le même raisonnement. Si je mettais l'antimycine A, j'aurais à peu près le même résultat. Simplement, alors je reprends le raisonnement et puis je le referai après. Donc, quand je prends de l'antimycine A, je vois que j'ai la NADH, NAD plus NADH qui est réduit, l'ubiquinone qui est réduite, le cytochrome B qui est réduit. Donc ceux-là, ils ont reçu des électrons, mais ça s'est bloqué. C'est-à-dire qu'a priori, il y a l'un d'eux qui n'a pas pu passer son électron au suivant. Et je vois que C1, CA1, AA3, eux sont oxydés. Donc eux n'ont pas pu recevoir d'électrons. Donc eux, il y en a un des trois qui a été inhibé par l'antimycine. D'accord? Alors, je vais vous donner la chaîne d'oxydoréduction qu'on obtient de cette manière et on reviendra sur l'expérience après. Donc, de cette manière, on obtient cette chaîne respiratoire. Alors ça, c'est un document qu'il vous faudra compléter. D'accord? Il est incomplet. Donc, je voulais compléter ici. Donc, vous avez ici le trajet des électrons. D'accord? Donc, qui vont du NADH+ jusqu'à l'accepteur final qui est le dioxygène, qui va donner de l'eau. Jusqu'ici, tout va bien. Et en fait, on va passer par le complexe 1, qui est en fait le complexe NADH déshydrogénase, qui va utiliser du FMN et du FES. D'accord? Donc, ce sont des groupements prosthétiques. Ensuite, on passe par la plastoquinone, pardon, par l'ubiquinone, ici. Donc, la quinone va être réduite, puis va passer son électron au complexe 3, donc au cytochrome B et C1, d'accord? Puis au cytochrome C, puis au cytochrome, puis au complexe 4 qui correspond au cytochrome AA3, d'accord? Et enfin, au dioxygène. Alors, on peut aussi passer par le FADH2, FAD+, et dans ce cas-là, on utilise le complexe 2. D'accord? Alors, imaginons maintenant, l'ubiquinone, c'est une enzyme, d'accord, qui permet d'oxydoréduction, qui permet l'oxydoréduction de la quinone. D'accord? Et la quinone, c'est en fait un coenzyme qui est associé à l'ubiquinone, d'accord? Et c'est un coenzyme qui peut être à l'état réduit ou oxydé. Est-ce que c'est bon maintenant? Ok. Donc, si je reprends maintenant, si je fais agir donc mon cyanure, d'accord? Quand je fais agir mon cyanure, en fait, je me rends compte que la fin, en fait, il reste une partie de mon, en fait, cette partie-là, on va dire, de mon complexe 4 reste non oxydé, reste oxydé.
tout le reste est réduit. Donc ça veut dire que mes électrons, ils sont passés, ils sont passés, ils sont passés, et puis là, en fait, ils restent là et ils bloquent. D'accord? On n'arrive pas à passer l'électron au dioxygène parce que l'enzyme ne fonctionne pas, l'enzyme est inhibée. Donc, mon électron, il reste, il passe, il s'accumule, et puis petit à petit, je vais avoir tous mes couples qui vont être à l'état réduit. Et ils vont être bloqués à l'état réduit parce qu'ils ne peuvent pas passer leur électron. D'accord? Donc, je vois bien qu'a priori, le cyanure, eh ben, il va bloquer en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'il va empêcher le passage de l'électron du dioxygène à l'eau. Maintenant, si je prends l'antimycine A, dans l'antimycine A, je vois que finalement, c'est BC1 qui reste à l'état oxydé. D'accord? Donc, en fait, dans mon complexe 3, j'ai BC1 qui reste à l'état oxydé. Je me rends compte que dans ce cas-là, j'ai aussi le cytochrome C à l'état oxydé et j'ai le complexe AA3 à l'état oxydé. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, mon électron, il a pu aller dans le complexe 1, dans l'ubiquinone, et puis ici, il est bloqué. Il est bloqué, ce qui fait que tout ça va rester réduit avec des électrons qui bloquent, c'est l'embouteillage, et puis ici, ça ne marche plus. Quand je mets cette fois-ci la rothénone, donc la rothénone, je me rends compte que mon NADH+, il reste réduit, et tout le reste est oxydé. Donc là, ma rothénone, en fait, elle va empêcher l'enzyme qui catalyse l'oxydation du NADH+ en NAD+. Est-ce que c'est mieux compris pour tout le monde? Bon, j'ai quelques oui, j'ai un oui, je dirais, et quelques signes. Donc, a priori, c'est bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, je connais le sens dans lequel se déplacent mes électrons. Et en fait, à chacune de ces réactions d'oxydoréduction, en fait, ce sont des réactions qui sont exergoniques. D'accord? On va dans le sens des potentiels redox croissants. Donc tout va bien. Et ça, en fait, ça va permettre petit à petit, on verra par quel mécanisme précis, le pompage de protons. Alors, on peut le schématiser comme ça, alors qu'en fait, on verra que c'est l'ubiquinone qui a le rôle le plus important dans ce pompage de protons. Alors, une des raisons, par exemple, pour lesquelles on pompe les protons, simplement, c'est par exemple ici les deux protons, les deux H+, qui permettent, qui se retrouvent dans l'eau, sont pris de ce côté. Donc les H+, ils restent bien de ce côté, et puis il y a la translocation qui aura lieu ici. Je vais faire comme ça, de cette façon, je pompe des protons grâce à mon électron qui se promène dans ma chaîne d'oxydoréduction. Et au bout d'un moment, ça va me permettre d'avoir une force protomotrice. Et les protons vont passer par l'ATP synthase qui va me permettre la synthèse d'ATP. D'accord? Donc voilà ma chaîne finalement respiratoire. Donc ce qu'on appelle au sens strict la chaîne respiratoire dans la mitochondrie, c'est ça. Donc c'est une chaîne d'oxydoréduction. On dit qu'elle est respiratoire parce qu'elle consomme du dioxygène. D'accord? Et elle va permettre ensuite la synthèse d'ATP. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau d'autres types de systèmes où vous avez aussi des chaînes d'oxydoréduction. Donc, le premier système que je vous... Alors, là, je vous l'ai mis en résumé. Voilà. Le premier système que je vous propose... alors, ici, en fait, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit avec l'action du cyanure. D'accord? Le cyanure... donc, qui permet pas la dernière réaction du complexe 4. Voilà. Alors, donc je vous propose de regarder maintenant cette expérience avec les bactéries nitratantes. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On a une eau qui est chargée en azote organique, d'accord? Et on est dans un sol qui n'est pas du tout, qui est fertile, d'accord? Donc cet azote organique, en fait, ça permet d'avoir en fait des ions nitrites NO2-. Par contre, on n'a pas de NO3- du tout, d'accord? Donc grâce à cette eau chargée en azote organique, on a des ions nitrites NO2- et on verse sur un sol.
on va filtrer ce sol et en fait, dans l'eau qui filtre, on obtient du nitrate NO3-. D'accord? Donc NO2-, on n'en a presque plus, par contre, on a du NO3-. Donc on est passé des nitrites aux nitrates. Vous voyez bien que là, ça pourrait être apparenté certainement à une réaction d'oxydoréduction, surtout si on rajoute un petit peu d'eau. On fait la même expérience, mais avec du sol qui est stérilisé. Quand j'ai du sol stérilisé, eh bien, ce qui va me sortir dans mon filtrat, c'est de l'eau qui contient toujours des nitrites, pas des nitrates. D'accord? Si je refais la même expérience, donc avec mon sol stérilisé ici, mon eau chargée d'azote organique, donc qui est riche en nitrites, d'accord? Et on ajoute un petit peu de sol non stérilisé, c'est-à-dire on ajoute du sol qui contient tout un ensemble d'organismes. À ce moment-là, l'eau à nouveau contient des nitrates. Alors, écrivez la demi-réaction impliquée dans le phénomène étudié. Donc, à votre avis, comment je vais passer des nitrites aux nitrates, sachant que pour équilibrer la réaction, je vous aide, il faut de l'eau. Donc, deuxième question, vous allez essayer, je vous laisse griffonner. Hein. Deuxième question, sachant qu'on n'obtient pas de nitrate dans les conditions anaérobies, c'est-à-dire que si jamais je faisais la même chose, mais dans des conditions sans dioxygène, donc dans un sol non oxygéné, d'accord? Du coup, quelle est la réaction redox en jeu? Finalement, quel est l'oxydant des nitrites? Ça, c'est assez simple. On peut caractériser cette réaction au niveau thermodynamique en utilisant les potentiels redox de l'eau et du nitrate. On a la constante de Faraday et on va pouvoir mesurer du coup le delta G0 de ma réaction. Donc je vous écoute. Vous essayez de ne pas regarder, c'est vrai qu'il y a les réponses sur votre cours. Il y avait la question de Juliette sur comment les protons passent à travers les cytochromes. On le voit dans la suite du cours. Alors, quels sont les deux couples redox impliqués? Qu'est-ce qui se passe et est-ce que vous avez comment on calcule le delta G0? C'est pas très réactif ce matin. Hein. Ouais. Et alors, c'est pas H plus H2O, c'est O2 H2O. Hein. D'accord? Et en fait, il faut rajouter, effectivement, on va avoir besoin d'eau. Donc, finalement, je sais pas là. Donc, effectivement, vous avez NO2- plus H2O qui va donner NO3- plus 2H plus 2 électrons. D'accord? Et puis, vous allez avoir O2 plus 2H plus 2 électrons qui va donner, donc un demi de O2 qui va donner H2O, qui est le deuxième couple redox. Donc, les deux couples redox, c'est NO2-, NO3-, et puis O2, H2O. Et donc, vous allez avoir la réaction NO2- plus un demi de O2 donne NO3-. D'accord? Qui est une réaction d'oxydoréduction. Si vous calculez le delta G0, vous allez trouver moins 77,2 kJ par mol, c'est-à-dire qu'on a bien une réaction exergonique. Et on peut faire l'hypothèse que cette énergie ensuite va permettre la fabrication, enfin en tout cas la mise en place d'une force protomotrice et donc ensuite la fabrication d'ATP. Donc effectivement, les bactéries du genre nitrobactères, elles sont capables d'oxyder les ions nitrites en nitrate. Donc ce sont ce qu'on appelle des bactéries nitratantes. Et cette oxydation est catalysée par des enzymes de la membrane plasmique. Donc vous allez avoir
là aussi, toute une chaîne d'oxydoréduction qui vont permettre de passer l'électron du NO2- vers le dioxygène. Et le dioxygène sera un accepteur final d'électrons. D'accord? Donc, on a bien chez les bactéries nitratantes une chaîne d'oxydoréduction qui correspond à une chaîne respiratoire, vu qu'à la fin, on consomme du dioxygène, mais qui n'est pas la même chaîne respiratoire que celle des mitochondries. D'accord? Alors, on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des thylakoïdes. Donc, au niveau des thylakoïdes des chloroplastes, je vous rappelle que le milieu intrathylakoïde a tendance à avoir un pH acide, qu'on a des sphères pédonculées qui vont être face au stroma. Je ne vous ai pas redessiné un chloroplaste, j'aurais pu le faire ici, mais je pense que vous avez un petit peu de mémoire. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu la composition de ces membranes des thylakoïdes. Donc, on a beaucoup de lipides, on a des photosystèmes dont on reparlera, avec de la chlorophylle, avec tous les pigments, les pigments chlorophylliens. D'accord? Et puis, on va avoir tout un ensemble de molécules, d'accord, qui ont des propriétés redox. Donc, la plastoquinone, qui porte le coenzyme Q, la plastocyanine, qui est une protéine à cuivre, le complexe B6F, qui est constitué de cytochrome, la ferrodoxine, qui est une protéine F et S, et puis on a l'ATP synthase, comparable à celle des mitochondries. Donc on a des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe dans les mitochondries. D'accord? Par contre, on va voir que c'est un petit peu différent parce que cette fois-ci, l'expérience de base, c'est ce qu'on appelle la réaction de Hill. Donc, c'est peut-être une expérience que certains ont fait quand ils étaient en spécialité. Donc, cette réaction de Hill et l'expérience qui est faite, c'est en fait d'étudier le dégagement de dioxygène. Donc, cette fois-ci, on ne consomme pas du dioxygène, on dégage du dioxygène. Ça veut dire que si on dégage du dioxygène, grosso modo, on en fabrique. Et on n'a pas 36 000 façons de fabriquer du dioxygène. Pour fabriquer du dioxygène, il faut de l'eau qui va être oxydée en dioxygène. D'accord? Donc, on va avoir une oxydation de l'eau qui va me permettre d'obtenir du dioxygène. Et on va voir un petit peu dans quelles conditions on peut dégager du dioxygène. Donc, on est dans une enceinte fermée, on n'a pas de CO2, d'accord? Et on va jouer sur la lumière. Quand on rajoute un réactif de Hill, d'accord, on va observer qu'à tout d'un coup, on a un dégagement de dioxygène. Ce réactif de Hill, en fait, c'est un réactif qui contient un ion ferrique Fe3+. Donc, Fe3+, c'est un ion oxydé, d'accord? Et donc, cet ion, au moment où on le rajoute à la lumière dans mon enceinte qui contient qui contient des thylakoïdes isolés. En fait, on isole des chloroplastes, mais en isolant les chloroplastes, quand on fait cette expérience, on casse les chloroplastes et on a une solution de thylakoïdes. D'accord? Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a une réduction du Fe3+ en Fe2+, d'accord? Et que parallèlement, on a un dégagement de dioxygène, c'est-à-dire une oxydation de l'eau en dioxygène. D'accord? Donc, on a deux demi-réactions qui vont être impliquées. Fe3+ plus électron donne Fe2+. D'accord? Et l'autre réaction, c'est H2O donne un demi de O2 plus 2 électrons. OK? Donc, si je prends la réaction redox, j'ai H2O plus 2 Fe3+, qui va donner un demi de O2, plus 2 H+, plus 2 Fe3+, plus 2 Fe2+, pardon. D'accord? Donc, j'ai bien une réaction d'oxydoréduction. Si je prends cette réaction-là, alors cette réaction-là, ce n'est pas forcément exactement celle qui a lieu dans les thylakoïdes, parce qu'en fait, là, on rajoute ce réactif de Hill. Mais en tout cas, quand on rajoute ce réactif de Hill, on a cette réaction. Et on se rend compte, si on fait le delta G0 de cette réaction, que le delta G0 prime, il est de plus 51 kJ par mol. Donc cette fois-ci, on a une réaction endergonique.
Si j'essaye de faire la même chose à l'obscurité, ça ne fonctionne pas. Donc, on a une réaction d'oxydoréduction endergonique qui ne fonctionne qu'à la lumière. Donc ici, on a bien visiblement dans la membrane du thylakoïde, vu les protéines qu'on a et vu la réaction de Hill, on a bien une réaction d'oxydoréduction, d'accord? Mais cette réaction d'oxydoréduction est endergonique et donc va nécessiter a priori une énergie lumineuse. D'accord? Donc peut-être que cette réaction d'oxydoréduction va permettre, et même, je vous l'affirme, parce que vous pouvez me croire, cette réaction d'oxydoréduction va permettre la translocation de protons euh, à l'intérieur du thylakoïde, d'accord? Mais ça va se faire grâce à l'énergie lumineuse. Donc c'est quelque chose qu'on verra dans une partie suivante. Donc vous voyez qu'on a, pour les 3 systèmes étudiés, des systèmes d'oxydoréduction qui permettent la translocation de protons, qui vont ensuite permettre la mise en place de cette force électrochimique et donc ensuite la synthèse d'ATP. La question qui reste posée, c'est comment ces chaînes d'oxydoréduction vont effectivement permettre la mise en place d'un gradient protonique. Donc comment ça fonctionne exactement? On a compris que thermodynamiquement, ça peut fonctionner, mais d'un point de vue mécanisme, qu'est-ce qui se passe? Donc pour ça, en fait, vous avez un exemple à connaître. Donc cette fois-ci, on est passé dans le grand 2, petit 2, fonctionnement des chaînes d'oxydoréduction et création d'un gradient protonique. Alors, l'exemple que vous avez à connaître, c'est l'exemple des quinones. Donc ici, on est sur le complexe 1 et le complexe 3. Alors, j'ai marqué B6F, c'est une erreur. C'est BC1, le complexe 3. Donc, on est dans ma chaîne respiratoire, mais donc c'est l'ubiquinone, d'accord? Mais en fait, la plastoquinone fonctionne de la même façon. Donc ici, vous avez le complexe 1 qui est le complexe NADH déshydrogénase qui fonctionne aussi avec une ferrodoxine. D'accord? Et puis vous avez ici donc, le complexe 3 qui fonctionne ici avec une protéine F et S. Donc vous avez 2 fois des protéines F et S, et puis ensuite vous avez le cytochrome, etc. D'accord? Le détail de toutes ces molécules n'est pas à connaître. Vous, ce que vous avez à connaître, c'est le nom des complexes, leur ordre, d'accord? Et leur rôle. Par exemple, NADH déshydrogénase. Donc ce complexe, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand vous prenez cette chaîne membranaire, donc cette chaîne respiratoire, on a une alternance entre des couples redox qui prennent en charge des électrons, et uniquement des électrons, et des couples redox qui prennent en charge des électrons et des protons. Et c'est le cas de la quinone. La quinone, ici, quand elle va être réduite, elle prend en charge 2 électrons, d'accord? Et elle prend en charge également 2 protons. Et quand elle est à l'état réduit, en fait, cette quinone, elle va se retrouver de par sa structure, côté matrice. C'est-à-dire que les protons qu'elle peut prendre en charge ne peuvent provenir que de la matrice mitochondriale. Ça, c'est lié à sa conformation. Donc, elle prend les 2 électrons du complexe 1, de la ferrodoxine, de la protéine F et S du complexe 1, d'accord? Et elle prend 2 protons de la matrice. Et à ce moment-là, elle devient réduite. Elle est réduite. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va donner ses électrons par réaction d'oxydoréduction au prochain accepteur d'électrons, qui est également une protéine F et S associée au complexe 3. D'accord? Et à ce moment-là, elle a changé de conformation et elle ne peut relâcher ses protons que dans l'espace intermembranaire. Ce qui fait que cette quinone, en fait, elle va sans arrêt transporter les protons de la matrice vers l'espace intermembranaire grâce à son activité d'oxydoréduction. D'accord? Parce qu'elle prend en charge à la fois des électrons et des protons. Donc ça, c'est vraiment la translocation que vous devez connaître et qui est au programme.
Alors, il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Par exemple, en fait, dans la NADH déshydrogénase également, hein, en fait, je vais avoir à la fois une prise en charge de protons et d'électrons, ce qui fait que les protons vont être rechargés dans le milieu intermembranaire. Donc ça, c'est vrai pour la plastoquinone. Et puis, si on prend la chaîne d'oxydoréduction complète, on voit bien qu'ici, les protons, eh bien, ils sont utilisés, ils viennent de la matrice et ils sont utilisés pour fabriquer l'eau. Donc tout ça va augmenter la différence de concentration entre les protons du milieu intermembranaire et enfin entre l'espace intermembranaire et la matrice. D'accord? Alors, on considère que lorsque le NADH H+ cède 2 électrons à la chaîne respiratoire, d'accord, ça va permettre la translocation de 10 protons. D'accord. Et donc, cette translocation de 10 protons va ensuite permettre la fabrication de 2,5 ATP. Donc, à partir d'un NADH H+ oxydé, on fabrique 2 ATP et demi. Donc, en gros, avec 2 NADH H+ oxydés, on fabrique 5 ATP. Voilà. Donc, pour conclure, dans la chaîne photosynthétique, on va transférer 12 H+ et fabriquer 3 ATP, ou 6 H+ et fabriquer 1,5 ATP. D'accord. Et pour conclure sur toute cette première partie, on a bien la théorie complète chimiosmotique de Mitchell, qui est la conversion d'une énergie sous forme redox en une énergie de gradient. D'accord. Ça, c'est rendu possible parce que ma membrane, elle est totalement imperméable aux protons. D'accord. C'est rendu possible parce qu'on a un couplage chimio-osmotique, c'est-à-dire que les chaînes membranaires catalysent des réactions redox exergoniques et permettent un transfert endergonique de protons. Et ensuite, après ça, on va avoir un couplage osmochimique grâce aux ATP synthase qui vont permettre d'utiliser ce gradient de protons grâce à un transfert exergonique de protons pour la synthèse d'ATP. Alors, on verra qu'au niveau des thylakoïdes, c'est un petit peu différent, d'accord, parce qu'on va voir qu'on a nécessité d'apporter l'énergie lumineuse, d'accord, et on va avoir ici un autre couplage qui est un couplage photochimique, donc un petit peu différent. Et donc, la partie suivante, grand 2, petit 3, c'est la partie qu'on aborde demain, d'accord. Ce sera vraiment sur comment la lumière va permettre de donner un pouvoir réducteur aux chloroplastes qui vont ensuite pouvoir l'utiliser pour faire de la translocation de protons. Alors, pour demain, je commencerai quand même la séance en corrigeant l'exercice de génétique assez rapidement et en abordant un petit peu euh, les bilans que vous aviez faits ou en tout cas les tableaux de colle que vous m'avez rendus. Si certains, en révisant un petit peu, veulent encore me déposer des tableaux de colle, vous êtes les bienvenus. Ce soir, par ailleurs, je dépose vos corrections de géologie. Donc là aussi, si vous avez des questions, je les déposerai vers 17h où on va dire que je les dépose vers 16h. Et à ce moment-là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Reprenez tout ça à tête reposée. Vous pouvez aller regarder, et puis je vais vous mettre un mot sur Google, sur la Classroom, pour que vous ayez vraiment le document à jour et correctement rédigé, que vous pourrez relire pour bien comprendre tous les concepts qu'on vient d'aborder, qui sont des concepts importants. En fait, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a bien compris, on voit que ça fonctionne partout de la même manière. Mais en fait, il faut être à jour. Et pour pouvoir comprendre la suite demain, il faut que vous ayez compris le cours d'aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous.